Bonjour Jean-François Loiseau. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes président d'une coopérative et vous êtes le patron de Intercéréales, c'est-à-dire l'interprofession de la filière céréalière. Qu'est-ce que c'est diable que cette filière céréalière? Alors la filière céréalière, c'est en fait un regroupement des producteurs de céréales, blé tendre, blé dur, orge, maïs, des collecteurs de céréales, entreprises familiales ou coopératives, des transformateurs de céréales, la meunerie, la malterie, l'amidonnerie, l'alimentation pour les animaux, et des exportateurs de céréales. Puisqu'en fait, on a en gros... C'est toute la chaîne qui, depuis la terre jusqu'à l'exportation, en effet, voilà. Jusqu'à les professionnels. Jusqu'à l'usine et jusqu'à l'exportation. Elle existe depuis quand, cette filière? Alors, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, les agriculteurs se sont regroupés en syndicats, en coopératives, mais on peut dire que d'une façon un petit peu plus structurée, il y a une petite dizaine d'années que cette filière a été organisée. Et pour faire quoi? C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre action? C'est de montrer qu'il y a une cohérence entre le champ de l'agriculteur et puis l'usine ou le transformateur. Pendant 40 ans, on a eu en gros une politique agricole qui a encadré les agriculteurs. Et je dirais que les agriculteurs n'avaient pas trop, le mot est trop dur, mais n'avaient pas trop à se soucier du devenir de leurs produits. Ils produisaient et le reste allait tout seul, en tout cas pour eux. Le reste allait tout seul parce que la politique agricole s'en occupait pour stocker, pour donner des subventions pour exporter, ça s'appelait la PAC. Aujourd'hui, le monde a vraiment changé, le monde change terriblement et nous avons des concurrents dans le monde entier. Il faut s'organiser en filière, c'est-à-dire être très dépendants les uns des autres. Et c'est bien parce que j'ai un client breton, parisien ou chinois ou italien. Et donc vous, votre sujet, c'est de mettre en contact le client final à l'extrémité de la filière avec celui qui produit, avec ceux qui font le même métier que vous, qui sont les agriculteurs. Oui, et puis c'est de voir ce que veut le client. Un client marocain n'a pas les mêmes attentes qu'un client breton ou qu'un client chinois. Et donc il faut traduire dans toute la filière auprès des agriculteurs la sélection, les modes de production, auprès des collecteurs, le triage du grain, auprès des transformateurs, notamment de la meunerie qui est un fleuron de l'économie française. Vous disiez le monde a changé et aujourd'hui on ne fonctionne plus de la même manière, on doit s'occuper de ce qui se passe après. Est-ce que l'agriculture française a changé au même rythme que le monde a changé? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un retard dans l'internationalisation, la structuration de grandes exploitations, l'industrialisation de ce métier d'agriculteur? Alors c'est tout le paradoxe finalement de la France agricole, parce que la France est un petit pays qui est devenu, durant ces dernières années, un grand pays agroalimentaire, agricole et agroalimentaire. Oui. Et donc nous avons besoin d'entreprises fortes, ces entreprises elles sont familiales ou coopératives, pour pouvoir promouvoir les produits des fermes, des champs. Et nous avons besoin d'usines, nous avons besoin de promotion. Et ce monde-là, c'est un monde pour lequel la France céréalière n'est pas en retard, mais elle ne doit pas, en tout cas, rester derrière des concurrents comme l'Allemagne, les États-Unis, etc. Qui nous ont doublé, en tout cas l'Allemagne nous a doublé. Voilà. Les Pays-Bas aussi, les Pays-Bas, en Europe, ce qui les est incroyable parce que c'est quand même un pays, certes c'est un grand pays agricole, mais en surface produite, de production, c'est un pays qui est plutôt derrière la France. Ouais. Mais parce qu'il y a une volonté politique très forte aux Pays-Bas, parce que l'agroalimentaire pèse. Quand on sait qu'en France, on avait un agroalimentaire extrêmement puissant qui est aujourd'hui plutôt relayé en deuxième division. On parle peu problème de l'agriculture. Encore une fois, problème de structuration de grandes exploitations. Ce qui est très frappant quand on entend l'opinion publique, on entend beaucoup de petits agriculteurs qui disent on va disparaître, on va être obligé de se fondre dans un ensemble plus grand. Ce qui s'est produit pour l'industrie a du mal à se produire pour l'agriculture. Pourquoi ? Oui, mais on a une chance en France, c'est qu'on peut avoir des... Moi, j'aime pas tellement le terme petit agriculteur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça existe. Mais il y a des petites exploitations. Il y a des grands, il y a des agriculteurs diversifiés. L'agriculture française, elle est magnifique. Sur un petit territoire, vous avez toute forme de diversité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'organisation, par exemple, des coopératives agricoles permet à ces petits agriculteurs de se regrouper. Et au sein même de ces entreprises, on peut avoir des petits agriculteurs et des gros agriculteurs. Et donc, on n'est pas obligé de fusionner, de se restructurer. Non, mais pas nécessairement. Vous savez, une ferme de... Tout le monde parle 1000. Aujourd'hui, le président de la République reçoit 1000 jeunes. Il y a un an, on parlait des 1000 vaches. 1000 vaches, 1000, c'est le chiffre fétiche. 1000, voilà. C'est le chiffre fétiche. Mais une ferme céréalière de 1000 hectares, bon, ça fait 7000 tonnes de blé. Qu'est-ce que c'est que 7000 tonnes de blé? En France, nous en produisons 35 millions.
Dans le monde, c'est 660 millions de tonnes. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est une dimension qui n'est pas exceptionnelle. Mais pas du tout, pas du tout. Ce qui compte, c'est d'avoir la taille nécessaire pour bien vivre. Et moi, je ne vois pas pourquoi des agriculteurs ne pourraient pas bien vivre de leur ferme. Moi-même, je suis agriculteur. Ouais. J'ai eu des années très fastes, très positives. Malheureusement, depuis 5 ans, comme bon nombre de mes collègues céréaliers, depuis 5 années, j'ai 4 années de résultats, 4 années de résultats négatifs. Parce que internationalisation, parce que le marché est plus dur, parce que la PAC est moins généreuse. Oui, voilà, la PAC beaucoup moins généreuse, parce que les pays de ce qu'on appelle la mer Noire, c'est-à-dire Russie, Ukraine, Kazakhstan, inondent le marché Le céréalier. grenier à blé, disait-on, du continent. L'ancien grenier à blé qui redevient le grenier à blé et qui, quelquefois, font effondrer les prix de 50 € de la tonne. Donc, nos coûts de production sont tels que nous ne pouvons pas résister. Et donc, nous devons être plus regroupés, jouer sur plus de compétitivité. C'est pour ça que dans le cadre de cette filière intercéréale, nous voulons que chacun des maillons de la chaîne, producteurs, collecteurs, transformateurs, eh bien, arrive à trouver des moyens de compétitivité. Mais pour cela, il faut que l'État... compétitivité pour aller plus à l'international, parce que ça ne va pas s'arrêter, cette mondialisation, cette ouverture des marchés. Elle va même s'amplifier, parce que les nouvelles technologies, elles sont dans tous ces pays-là. Et donc la France, qui avait énormément d'avance, prend du retard, et ce retard, si nous ne le rattrapons pas par beaucoup de nouvelles technologies et surtout un rôle de l'État, non pas pour donner de l'argent, mais pour faire en sorte que la France soit plus forte à l'international. Regrouper quelquefois l'offre, éviter des normes beaucoup trop excessives. Les normes, c'est un sujet qu'on entend souvent dans la bouche des agriculteurs, des exploitants agricoles. C'est quoi le sujet? C'est le coût de la main-d'œuvre, c'est les normes de production. On a besoin de sécurité sanitaire, par exemple. On a besoin de toutes ces normes. Exactement. La norme est bien quand elle est juste, parce qu'elle a permis à la France d'avoir et de mettre sur le marché ce qu'on appelle un peu l'excellence opérationnelle agricole et agroalimentaire. Mais point trop de normes. Je veux dire, il y en a plus en France qu'ailleurs. Le glyphosate, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites il faut... La décision qui a été prise par la France d'essayer d'accélérer le retrait du glyphosate est une mauvaise décision? Alors, s'il n'y a pas de solution alternative, c'est une mauvaise décision. Donc aujourd'hui, c'est une mauvaise décision. À ce jour, tant qu'on n'a pas de solution alternative, c'est une mauvaise solution. C'est une mauvaise décision, puisque dans les autres pays, ce sujet n'est pas traité, que ce soit certains pays de l'Union européenne ou des pays dans le monde qui sont concurrents. Ce que nous proposons, et donc c'est le cas dans la filière céréalière, c'est de travailler des solutions combinatoires, complémentaires, puisque bien sûr il faut moins de chimie, c'est évident, mais comme pour l'être humain, je veux dire, moins on utilise d'antibiotiques, mieux on se porte. Quand on voit ce qui se passe sur les plats transformés, dont on dit qu'ils sont un facteur aggravant pour certains cancers, on se dit qu'effectivement, il faut réagir. Oui, quelquefois, il faudrait éviter de se lever le matin, parce que sinon, on va choper un cancer toutes les 3 minutes, je demande même s'il faut naître à l'occasion. Mais il faut moins de chimie, du contrôle juste, des solutions combinatoires, chimiques, biologiques, génétiques. On ne parle pas assez de la génétique. L'amélioration génétique, elle était remarquable pendant 40 ans. Mais elle est combattue. Les OGM, c'est censé être de l'amélioration génétique. Oui, c'est de l'amélioration génétique. En France, elle a été détruite pour des raisons idéologiques il y a une vingtaine d'années. Elle se développe dans le monde entier. Mais il n'y a pas que les OGM. Il y a des modes de sélection aujourd'hui auxquels nous n'avons pas suffisamment droit, notamment en France. Emmanuel Macron va déambuler dans le salon. Samedi, vous êtes au salon, vous avez un grand stand. Est-ce que, si vous le rencontrez, est-ce que vous savez quel est le message que vous lui porterez? Oui, j'espère pouvoir lui dire que la France céréalière, c'est le poumon de la France agricole. Les céréales sont cultivées dans quasiment tous les départements. La filière céréalière représente 500 000 emplois. En plus des emplois très nouveaux maintenant. Il aime bien la jeunesse, le président Macron. Tous les emplois issus notamment de la nouvelle technologie, du numérique. Et cette France céréalière aujourd'hui souffre beaucoup parce qu'il y a énormément de handicap à la performance et à la compétitivité. Donc c'est destructeur pour les agriculteurs et même pour les petites entreprises et donc pour les emplois. Et donc vous dites qu'il faut supprimer ces handicaps, nous mettre au niveau de la concurrence internationale. Oui, et puis nous aider quand même à avoir, par exemple, des handicaps qui pèsent de trop, des barrières tarifaires. On parle beaucoup de l'OMC aujourd'hui. Bon, enfin c'est quand même fou. Vous avez d'un côté un pays qui dit qu'il faut moins manger de viande, et puis de l'autre côté, il va importer 70 000 tonnes de viande bovine. Bon, il faut avoir une espèce d'équilibre. Est-ce que le président partage le fait que la France céréalière, c'est un enjeu stratégique et géopolitique majeur? À 2 heures d'avion de Paris, vous avez des pays qui n'ont pas suffisamment de terre pour produire des céréales. Eh bien, vous aurez la réponse samedi si toutefois le convoi présidentiel s'arrête dans votre stand et parle avec vous. Merci beaucoup, Jean-François Loiseau. Merci beaucoup.